Je m'appelle Denis Fortin, je suis ingénieur et philosophe. Je vous propose une série de balados que j'ai enregistrés en septembre 2023 à Tadoussac avec mon ami de longue date, Michel Lambert, historien de la cuisine familiale du Québec. Nous nous connaissons depuis plus de 40 ans et notre amitié nous a permis d'aborder ensemble de multiples sujets personnels et d'actualité sociale. Je pense que dans un monde qui cherche ses repères, notre échange peut donner des pistes pour vivre plus heureux. Si vous voulez mieux nous connaître, consultez nos biographies dans la liste des balados. Parler de la mort, c'est le prochain sujet. Ça dépend vraiment des périodes de notre vie, comment on se situe par rapport à ce grand sujet-là. Moi, personnellement, je dirais que mon premier contact avec la mort s'est fait quand j'avais 4 ans. Comme j'ai déjà raconté, j'habitais seul avec ma mère dans le fond d'un rang. Et ma mère avait des contacts avec la voisine, là, qui était peut-être 2 arpents de chez nous. Madame Théberge, je me souviens de leur nom de famille. Puis elle avait à peu près le même âge que ma mère, de sorte que de temps en temps, on se fréquentait. Elle avait un petit garçon qui avait exactement le même âge que moi. Et donc, c'était mon premier ami, de sorte que lorsque ma mère allait faire un tour chez eux, souvent, ça arrivait qu'on allait au bout de la terre, ensemble, aux fraises. On allait ramasser les petites fraises des champs, je me souviens de ça. Puis le petit gars en question est devenu donc mon premier ami de gars, je dirais. Mais un jour, on a appris une mauvaise nouvelle. Ma mère m'a annoncé que mon ami s'était noyé. Puis je comprenais pas trop ce que ça voulait dire, mais j'ai appris par après, parce qu'elle me l'a raconté, que le petit gars il voulait retrouver son père qui travaillait au bout du champ. Il est parti tout seul envers le bout de la terre, chez lui. Mais avant d'arriver au bout de la terre, il y avait un ruisseau. Fait qu'il fallait traverser, puis quand il était avec son père, son père l'a aidé à traverser, puis avec sa mère aussi. C'était pas très creux, mais c'était suffisamment creux pour que ce soit dangereux pour lui. Et comme l'enfant était tout seul, le petit gars il s'est noyé. Puis imagine, c'est le père en revenant chez lui qui a trouvé son petit gars mort, noyé, dans le ruisseau. C'était catastrophique, épouvantable pour le couple en question. Et moi, j'ai appris la chose par après. Puis ma mère qui me l'a annoncé, elle m'a dit que le petit gars serait enterré. Puis ça voulait vous dire quoi? J'ai vu le corbillard passer devant chez nous. Je me souviens encore, il pleuvait à boire debout. Et le corbillard était passé. Puis le corbillard, c'était une espèce de gros chariot noir vitré. Puis il y avait des fleurs mauves à l'intérieur. Je me souviens de cette image-là. Et surtout, j'avais demandé à ma mère où est-ce qu'il s'en va. Pourquoi il l'amène dans un chariot, dans le fond? Et ma mère m'avait répondu, il s'en va en haut, dans le ciel. Elle voulait pas trop m'expliquer ce que c'était, là, mais je savais que c'était quelque part qu'on s'en allait. Quand on mourait, on s'en allait quelque part dans le ciel. Puis c'est spécial comme souvenir, parce que cette image-là, évidemment, le catholicisme après nous disait qu'on montait au ciel après la mort, donc ça venait confirmer cette image-là. Et aujourd'hui, alors que je réfléchis à ce premier événement là, de ma vie, puis qu'on monte dans le ciel, le ciel, aujourd'hui on appelle ça l'univers, on appelle ça les étoiles. Dans le fond, quand on regarde vers le ciel, on regarde vers l'univers. Et tout ça, ça amène une réflexion chez moi que effectivement, quand on meurt,
on continue sous une autre forme dans l'histoire de l'univers, dans le fond. On fait partie de la vie qui est en éternel changement, en éternel mouvement. Après ça, il y a eu pour moi comme des occasions de réfléchir sur la mort parce que j'ai fait plusieurs accidents de voiture quand j'étais entre autres à Saint-Hyacinthe, jusqu'à mon plus gros accident de voiture que j'ai eu en allant faire des courses pour l'auberge, quand on avait l'auberge à la baie, où j'ai vécu à ce moment-là, comme je l'ai déjà raconté, une période de coma, l'expérience de retour à la conscience, le tunnel de la mort, puis ensuite la recherche d'un sens à ma vie. Quand on pense à la mort, on pense aussi évidemment à la vie, au sens qu'a notre vie. Sens dans le sens de signification. Quel est le sens de ma vie? Quelle est sa signification? Puis sens dans le sens de direction. Où est-ce qu'on s'en va? Alors, la réflexion de la mort m'a amené à ça aussi. La douleur ensuite extrême de perdre mon dernier fils a été un terrible questionnement aussi sur la mort en tant que telle. L'année passée, j'ai eu une opération pour le cœur. Bon, après un examen de routine, on a constaté que mes artères étaient bouchées à 90%. Et donc, j'étais à 2 pas de faire une crise cardiaque ou de faire un ACV. Donc, veux pas, tu réfléchis. Puis comme j'ai été 21 jours à l'hôpital avant d'avoir des nouvelles de l'opération, de savoir quand est-ce que je serais opéré, j'ai eu beaucoup de temps de réflexion, puis j'allais dire, d'apprivoiser une mort éventuelle. Je me suis rendu compte que tout ce que j'avais vécu auparavant m'aidait à accepter la mort assez facilement. Comme j'étais déjà passé par là, je savais que c'était pas si peurant que ça mourir, dans le fond. C'était une occasion en même temps de faire le bilan. Où est-ce que j'en étais? Je me rends compte aujourd'hui que la mort fait vraiment partie de la vie, qu'on s'inscrit dans la loi de l'univers qui est l'éternel changement, et qu'on est fait aussi au-delà de notre esprit. Notre corps est fait de matière, d'atomes, de molécules, et que tout ça, ça se transforme dans l'univers sans arrêt. Ça s'en va où? On sait que ça s'en va quelque part, mais on ne sait pas trop. On apprend, la science nous apprend des choses sur l'évolution de l'univers. On sait que la vie est une manifestation aussi de cet univers-là. Puis la vie, elle s'en va où? On ne sait pas trop non plus. Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est une direction quelque part? Est-ce qu'il y a un aspect, une espèce de volonté, entre guillemets, divine ou on ne sait pas trop, une loi dans l'essence même de la matière qui existe? On ne sait pas trop. La science cherche toujours. Mais comme être humain, moi personnellement, ça ne me dérange pas trop parce que je me dis je fais partie de tout ça. Puis j'ai à m'inscrire là-dedans. En sachant que tout ça, c'est naturel. On est dans la nature. On n'est pas à côté, on est dedans. C'est un peu ma vision de la mort.
toi, Denis? Ben, la première fois, la première mort significative que j'ai connue, c'est celle de mon grand-père. J'avais 8 ans. Mon grand-père, j'étais proche de lui. Il était là toute mon enfance, dans les champs. Puis c'était un grand homme taciturne, mais avec plein de qualités. Mais j'avais 8 ans, donc j'ai pas réalisé qu'est-ce qui se passait vraiment. Il était mort, il était dans le cercueil. J'étais un peu dubitatif, je me dis qu'est-ce que c'est exactement. Je me rappelle d'être... de pas trop savoir comment interpréter ça. Je suis devenu bénévole pour Suicide Action Montréal durant mes études. Et c'était intéressant parce que on dirait qu'en faisant ça, je me rapprochais de la mort, mais de tout ce qui entourait la mort, des conséquences du fait de mourir pour ses proches. C'est peut-être ça que j'ai gardé le plus. À Suicide Action Montréal, on faisait de l'écoute téléphonique de gens qui avaient l'idée de mourir. Ils nous appelaient, puis on essayait de les aider par téléphone. Mais on n'aidait pas seulement des gens qui étaient suicidaires, on aidait aussi des proches de suicidés. Des gens qui, leurs proches, soit s'étaient suicidés, soit avaient envie de le faire. Et c'était intéressant pour moi de connaître ça, parce que c'est comme si, ayant moi-même vécu, jonglé avec l'idée du suicide, là, je voyais ce que ça pouvait faire de l'autre côté, que de mourir puis de partir sans tenir compte de ses proches. Je voyais toute la souffrance qu'il y avait là-dedans. Ça a modifié un peu mon idée de ce que c'est que mourir volontairement, en tout cas. Quand on meurt, on décide de mourir, on ne se rend pas compte des conséquences que ça peut avoir sur un paquet de gens autour de nous autres. Ça peut affecter leur vie de façon durable, ceux qui décident de continuer à vivre. Ce que je constate sur la mort, c'est que à chaque fois que j'ai approché la mort, même en pensée, même en me représentant l'idée que ma vie est assez courte finalement, puis peut-être que j'ai pas de maladie terminale, mais je suis condamné à mourir à brève échéance si on regarde le temps. Quand on regarde la brièveté de la vie, je pense qu'on fait le ménage de ces valeurs. On regarde qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est moins important, puis on fait des choix différents. Donc l'exercice de songer à la mort, c'est un exercice qui est utile. Qui est utile pour vivre. Encore une fois, on est dans des paradoxes, des contradictions, mais qui ne sont qu'apparentes. S'approcher de la mort, c'est aussi s'approcher de la vie et inversement. On ne peut pas vivre sans avoir conscience qu'on va mourir. On ne vit pas de la même façon. Ouais. Ça fait penser aux samouraïs japonais qui avaient toujours... l'un des premiers renseignements qu'ils prenaient, c'était de considérer qu'ils allaient mourir le lendemain. Et donc, ils vivaient leur vie d'une autre façon, avec l'idée qu'ils sont déjà morts ou en voie de le devenir. C'est pas pareil. Nous, notre société, en ce moment, on a tendance à cacher un peu l'idée de mourir, comme si on vit comme si on n'allait jamais mourir. On se comporte comme si on était éternel dans un sens. On essaie de ne pas penser à la mort. Pourtant, il y a quelque chose d'extraordinaire de considérer la mort de proche pour bien vivre. C'est un sujet, en tout cas, qui est proche de moi parce que je suis à un âge avancé, comme on disait autrefois. Comment tu te sens à l'idée de laisser tes proches quand tu meurs? Ben, c'est la chose, c'est le sentiment de perte aussi. C'est ça qui est le plus difficile. C'est pas le fait de mourir en tant que tel ou la maladie physique en tant que telle, pour moi, qui me fait peur.
Ça me fait pas peur, mais c'est le fait de quitter des gens que j'aime. C'est ça qui est le plus difficile à supporter dans l'approche de la mort. C'est la perte, dans le fond. Ça rejoint ma première expérience de la mort, c'est la perte. À la fois de celui qui meurt, à la fois de celui qui regarde mourir. Donc, c'est pas la mort, c'est la perte. C'est la perte, oui. Oui. C'est là qu'est la souffrance et la tristesse. Oui. C'est pour ça qu'on associe beaucoup la tristesse à la mort, parce que la tristesse, pour moi, je la définis comme toute forme de tristesse est vécue comme une perte. Être triste, c'est avoir le sentiment qu'on perd. Je rajouterais à ça une considération, c'est qu'aujourd'hui, on est de plus en plus conscient que la vie, c'est pas un absolu. Donc, continuer à vivre malgré tout, c'est pas nécessairement une bonne chose. Quand mes chiens sont devenus malades et qu'ils souffraient, j'ai pu aller chez un vétérinaire. On leur a donné une injection puis ils sont morts. Ils ont arrêté de souffrir. C'était rendu la fin. Ouais. Pour nous, les êtres humains, continuer à vivre de façon juste pour vivre, c'est pas une bonne chose. Surtout si la souffrance est devenue trop grande. Je pense qu'une vie où il n'y a plus que souffrance, c'est pas une vie qui vaut la peine d'être vécue. Puis notre société, elle a fait des grands bouts de chemin par rapport à ça. On peut juste s'en réjouir. Évidemment que lorsque c'est fini, on peut partir volontairement. Je suis content de cette avancée-là. OK. Tu sais, c'était évolué assez pour ça. Oui. On est sorti aussi des barèmes religieux, soi-disant que dans le fond, on n'a pas de pouvoir sur la mort, c'est Dieu seul qui l'a. Tu sais. Cette idée de remettre sa vie dans les mains de Dieu, je dirais, c'est en même temps remettre son pouvoir dans les mains d'un autre. Encore là, on se trouve à rejoindre toute la réflexion qu'on a eue sur le pouvoir qu'on donne aux autres. Je me rends compte que pour certains, s'abandonner dans les bras d'un autre, ou je dirais dans la volonté de l'autre, ça fait du bien. Et pour d'autres, ça fait du mal. C'est pour ça que c'est difficile de traiter ce sujet-là, parce que on n'a pas la même sensation. Il y a des gens qui veulent être maîtres de leur vie. Et je pense que c'est ça qu'on propose aussi. On veut arrêter de dépendre des autres, du choix des autres, autant dans la guerre, dans le choix de société dans laquelle on veut vivre. On veut avoir du pouvoir sur notre vie. Alors, la décision, par exemple, de mourir, du moment qu'on veut mourir pour fuir nos souffrances, ça reste un choix personnel. Et on reste maître de notre destin, mais on peut aussi, pour des raisons que j'ignore là pour l'instant, on peut aussi vouloir s'abandonner. Puis ça me rappelle une parole que j'avais appris quand j'étais au noviciat, in manus tuas domine, commendo spiritum meum. Et je me rappelle que c'était très pacifiant pour moi aussi de dire cette phrase-là, qui veut dire « Entre tes mains, mon Dieu, je me remets ». Autrement dit, je me couche dans tes mains, puis je vais être bien. Alors, au fond, quand le croyant dit je m'en remets à la volonté de Dieu ou à la volonté divine,
C'est un peu comme si une personne qui n'est pas croyante ou qui est simplement philosophe va dire ben j'accepte la loi du cosmos, j'accepte de me soumettre au cosmos, j'accepte de participer à la loi de l'univers et donc de terminer ma vie quand c'est le temps. C'est-tu bien ça que tu veux dire? C'est bien ça que je veux dire. C'est la paix, si tu veux, vient dans l'acceptation, dans le fond, de notre réalité, l'acceptation de la mort, de dire oui. Oui, c'est dire oui à ce qui est. Hein? Oui. Un oui total. Pour moi, c'était fondamental dans ma vie, ça. Apprendre à dire oui à ce qui arrive. C'est ça qui donne la paix. Oui. Un oui qui va jusqu'à dire oui à la mort. Exact. Effectivement.